à tous, nous allons tout de suite découvrir ensemble les grands titres qui seront développés dans cette édition. Le Téléthon 2014, le coup d'envoi a été donné en fin de journée vendredi. De très nombreuses animations vont être proposées jusqu'à samedi soir sur le port de Monaco. Nous nous rendrons à l'hôpital des 15-20 à Paris pour voir comment sont utilisés vos dons en faveur de la recherche sur les myopathies. La grande réunion du comité olympique, la commission exécutive du CIO se réunit jusqu'à samedi soir avant l'ouverture lundi au Grimaldi Forum de la 127e session du CIO. La journée nationale du sang en principauté, une collecte était organisée jeudi dans la toute jeune maison des associations. La semaine du goût, des élèves de primaire de Monaco ont participé à des ateliers de dégustation au lycée technique et hôtelier. Et puis nous découvrirons les premières images du documentaire Vlad, consacré à l'artiste de piano-bar Vladimir Ferrari, un documentaire que nous diffuserons lundi soir à 19 h sur Monaco Info. Le Téléthon est devenu une véritable institution depuis sa création en 1987. Les dons que vous effectuez en composant le 3637 et les nombreuses activités organisées permettent de financer l'Association française contre les myopathies. Cette année encore, les 5 et 6 décembre, la Principauté, elle aussi, se mobilise. Je vous propose d'écouter Philippe Boisbouvier, le coordinateur du Téléthon Monaco. Il nous dévoile le programme qui vous attend sur le port Hercule. Vous allez avoir la possibilité de faire des baptêmes en hélicoptère, de faire des tours en voiture de sport, que ce soit des Fisker, des Ferrari. On attend peut-être aussi quelques surprises. Au niveau des autres activités, nous aurons la possibilité de nous restaurer, nous aurons la possibilité aussi de faire quelques belles affaires avec une braderie organisée par la PEM. Nous aurons aussi la possibilité de nous initier au Scrabble ou de faire des parties avec le club de Scrabble de Monaco. Nous aurons également la possibilité, en patientant pour monter à l'échelle des pompiers, de nous faire tatouer. Alors je vous rassure, ce n'est pas des tatouages définitifs. Nous allons avoir des Harley. Là aussi, on est tributaire de la météo. Mais bon, n'oublions pas que les familles sont dans le besoin et ont besoin d'être disponibles pour leurs enfants du 1er janvier au 31 décembre. Donc même s'il y a quelques gouttes de pluie, bravons-les et venons faire un don au Téléthon. Philippe Boisbouvier répondait aux questions de Vanessa Dessy. Alors cette année encore, la Principauté se mobilise, mais nous allons maintenant vous emmener à Paris. L'Association française contre les myopathies a organisé une journée presse pour vous permettre de découvrir de quelle manière sont utilisés vos dons. C'est un reportage à Paris de Sandrine Nègre et Lionel Bernardi sur un récit de Fabien Bonilla. L'Association française contre les myopathies a vu le jour en 1958 sous l'impulsion de parents révoltés face à l'impuissance de la médecine. Une cinquantaine d'années plus tard, le constat est sans appel. Les avancées réalisées en matière de maladies rares sont spectaculaires. Le développement de thérapies innovantes a été possible grâce à l'AFM à travers les participations de généreux donateurs. Des victoires ont ainsi été remportées. Ça va de la citoyenneté des personnes en situation de handicap jusqu'aux premières pistes thérapeutiques. Donc c'est très très large. Si on part de la citoyenneté, je crois que nous avons été très moteurs pour une meilleure reconnaissance de la citoyenneté des personnes en situation de handicap. On a su montrer, on a montré aussi les gens différents et on a contribué à changer le regard de la société. On a aussi contribué à faire en sorte que les maladies rares, donc 6 à 8 000 maladies, 3 millions de personnes concernées, que ces maladies rares soient reconnues comme un enjeu de santé publique. C'est aussi énorme. On a contribué aussi à faire en sorte que l'espérance de vie pour ces personnes concernées puisse augmenter. On parle dans certaines maladies de 15 ans, voire 20 ans de vie gagnée. Et puis enfin, l'espoir thérapeutique. Des maladies pour lesquelles il n'y avait aucun espoir thérapeutique. C'était inéluctable. Seule l'évolution tranchera. Aujourd'hui, on est vraiment aux portes des premiers traitements. Exemple cette année d'un domaine de recherche soutenu par la FM Téléthon, celui de la vision, ici à l'hôpital des 15-20 dans le 12e arrondissement de la capitale. Des experts travaillent dans les laboratoires, tout comme dans ceux du centre d'investigation clinique où des essais sont réalisés. À quelques pas de là, l'Institut de la Vision est tout simplement depuis 5 ans l'un des plus grands centres de recherche intégrés sur les maladies oculaires.
Les dons de l'AFM ont permis de soutenir des projets qui certains étaient au début très précoces, par exemple sur les maladies de la circulation, sur des modèles de diabète par exemple dans la rétine, mais surtout les illustrations que j'ai données aujourd'hui, c'est un projet depuis son début, c'est-à-dire sur une maladie complètement incurable de la mitochondrie, la possibilité de soutenir le développement du modèle expérimental, la validation de la méthodologie sur le modèle, puis le passage en préclinique et maintenant le passage en clinique. Donc toute l'histoire depuis le début jusqu'à la fin a été accompagnée par l'AFM. On a maintenant exactement la même histoire sur les greffes de cellules souches, où depuis le début du partenariat avec ISTEM, tout a été soutenu grâce aux dons de l'AFM. Et aujourd'hui, en moins de 5 ans, on envisage le début d'un essai clinique. Et on pourrait reproduire cet exemple sur d'autres maladies. Aujourd'hui, il y a un enjeu qui nous tient beaucoup à cœur, c'est une approche indépendante du gène pour, dans une majorité de maladies, préserver la vision centrale chez les patients. Ça nécessite un soutien très très important de type public et caritatif. Et c'est ce qui est en train d'être fait en partenariat avec une fondation américaine et donc avec la possibilité en synergie de travailler. Et donc en France, on va pouvoir développer des premières mondiales. C'est ce qu'on a déjà fait plusieurs fois maintenant. Restons dans l'Institut de la Vision avec cette initiative très concrète. Street Lab entend répondre à un véritable enjeu de santé publique grâce à ces plateformes. Ici travaillent des ergothérapeutes, des spécialistes de l'accessibilité, des opticiens optométristes et des ingénieurs. Des capteurs sont placés sur les patients. Là, jusqu'à présent, on a été amené à évaluer par exemple un système de lunettes informatives où là, l'idée, c'était de voir dans des situations de pénombre comment elle arrivait à percevoir des obstacles grâce à ce dispositif d'aide. On fait des tests également où on est dans une configuration complètement différente, où on masque les décors et on est dans un environnement sans indice visuel, où là on va demander à des personnes souffrant de rétinopathie pigmentaire de faire de suivre des trajectoires particulières. Tous ces progrès réalisés dans le domaine des maladies rares ont aussi vu le jour au cœur de l'Institut de myologie, un centre d'expertise international dédié aux muscles et à ces maladies, un institut créé grâce aux dons du Téléthon, les vôtres peut-être. Alors cette année encore, n'hésitez pas à aider les parents à sauver la vie de leurs enfants en composant le 3637. Une adresse internet est également à votre disposition. Et je vous rappelle donc une nouvelle fois ce week-end, n'oubliez pas le 3637 pour contribuer vous aussi au financement de la recherche sur les myopathies. Lundi s'ouvrira au Grimaldi Forum la 127e session du CIO. La mobilisation est totale en principauté, nous l'avons déjà évoqué sur Monaco Info. En première ligne, le COM, le Comité olympique monégasque. Les explications d'Émilie Rousseau. Le compte à rebours est lancé. Dans quelques jours, la famille olympique se réunira en principauté à l'occasion de la 127e session du Comité international olympique. Après 1927 et 1993, c'est la 3e fois que Monaco accueille cet événement de grande envergure. Un événement qui mobilise de nombreuses personnes, entre les membres et le staff du CIO, les bénévoles ou encore les journalistes. Plus d'1 millier de personnes vont converger jusqu'au Grimaldi Forum. Les bénévoles, vous savez, c'est une grande tradition au comité olympique puisque nous mobilisons régulièrement des personnes. Donc là, nous avons à peu près plus de 150 personnes qui remplissent des tâches à tous les niveaux de l'accueil. C'est tout d'abord à l'aéroport où nous avons des personnes sous douane pour accueillir tout de suite les personnalités. Et puis nous avons dans les membres du CIO des personnalités de très haut niveau puisqu'il y a des chefs d'État. Voilà, et donc ici après, les accréditations, c'est aussi un moment très fort pour les gens. Il faut que tout se passe très bien, très vite, pour qu'ils aient tout de suite un sentiment d'être attendus et accueillis et sans perte de temps. L'heure est actuellement aux dernières vérifications à l'aube du lancement de la 127e session du CIO. C'est le cas par exemple ici, avec la visite du comité directeur dans cette salle qui accueillera la session lundi. C'est très important pour Monaco. Parce qu'une session du CIO, c'est quelque chose de remarquable. Il y a des enjeux réguliers, soit des élections de ville. Là, il y a un autre engouement, mais qui est ciblé sur une candidature. Cette édition ici à Monaco va certainement marquer l'époque par des décisions importantes que prendra le CIO pour l'avenir du sport. Mais avant cela, la commission exécutive a réuni ses membres ce vendredi autour du président du CIO, Thomas Barr.
Plusieurs thèmes ont été abordés, dont notamment la préparation des Jeux de Rio 2016. La commission exécutive sera suivie lundi et mardi de la 127e session du CIO. 15 mois après son élection à la tête de l'instance olympique mondiale, Thomas Bach espère y faire adopter par l'ensemble des membres les 40 mesures réunies dans son agenda 2020, une feuille de route stratégique pour l'avenir du mouvement olympique. La journée nationale du don du sang a eu lieu jeudi en Principauté. Une journée d'information et de mobilisation. Une grande collecte était organisée à la Maison des Associations sur l'îlot Régnier 3. Fabien Bonilla. Toute la journée de jeudi, un défilé de jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, tous sont venus pour la bonne cause, laisser quelques centilitres de sang. Tous les 2 ans, en Principauté, a lieu la journée nationale du don du sang, cette année à la Maison des Associations. Cette journée a pour but de promouvoir le don et d'inciter la population à effectuer le bon geste, tendre le bras. Alors, la journée nationale du don du sang est une journée de collecte essentiellement, et aussi nous formons le vœu d'avoir de nouveaux donneurs pour augmenter, si vous voulez, les poches de sang qui sont en réserve à l'hôpital de Monaco. Nous tournons aux alentours de 2000-2500 dons par an et nous aurions besoin de 5000 poches de sang, parce que les patients et du centre hospitalier et de l'IM2S ont besoin de sang, et nous n'en avons pas suffisamment, on n'a jamais suffisamment de sang pour venir en aide aux blessés, aux accouchés ou aux malades. Tous ces bénévoles ont rempli un questionnaire médical suivi d'un prélèvement de sang pour enfin se restaurer, reprendre des forces. Ils ont tous entre 18 et 70 ans et chacun sa motivation. J'ai eu un accident de la route il y a 3 ans et ça m'a un petit peu sensibilisé au sujet. Même si je n'ai pas été transfusé, ça m'a permis d'y penser. Pourquoi vous êtes là concrètement ? Pour aider quelqu'un qui en a besoin. Voilà. Je l'ai fait une seule fois, pas dans la région, donc voilà. J'avais prévu de venir aujourd'hui. J'avais zappé ce matin, donc je suis venue pendant la pause. Voilà. Pour aider les personnes qui sont en difficulté, pour servir une cause qui me semble noble et juste. Je pense que c'est quelque chose qui doit être obligatoire, que c'est nécessaire pour soigner des gens, donc voilà, il faut encourager ce genre d'action et que tout le monde fasse pareil. Vous donnez régulièrement ? Chaque fois que le camion est dans le quartier de Fontvieille, à côté du travail. Ouais. Tous les 2-3 mois à peu près, régulièrement, donc 3-4 fois par an. 4-5 fois par an, dès que je peux, dès que c'est médicalement possible. Qu'ils s'appellent Laurent, Stéphanie, Eric ou Olivier, ils ont tendu le bras, une façon symbolique de tendre la main à une personne que vous connaissez ou pas, qui en ce moment précis à l'hôpital de Monaco a besoin de sang, une question de vie ou de mort. Une grande mobilisation pour cette journée nationale, mais le don du sang, c'est tous les jours. Vous avez le calendrier des collectes sur le www.chpg.mc. C'est une tradition bien sympathique, très appréciée des enfants. La Principauté a célébré la Saint-Nicolas à quelques jours de Noël. Le reportage à Monaco-Ville de Christine Datomel. Le saint patron des enfants, Saint Nicolas, a été célébré ce vendredi 6 décembre à la cathédrale de Monaco. Une messe en langue monégasque a été donnée en début de matinée et à l'issue de l'office, des petits ont interprété la scénette de la légende de Saint Nicolas devant un parterre d'enfants issus des écoles de Monaco. Saint Nicolas, il habitait dans un pays qui est la Turquie actuelle. Au départ, c'était pas un évêque, mais lorsque l'évêque de son village, de son pays, est décédé, on l'a pratiquement acclamé et c'est lui qu'on a choisi pour être l'évêque, disons, de son diocèse. Il a beaucoup voyagé, Saint Nicolas. Il est même allé en Orient. Et c'était à une époque aussi où les Romains étaient encore en poste. C'était sous Dioclétien encore. Donc les martyrs existaient. Et évêque de Myre,
Il a fait un voyage à Bari, en Italie, et là, à cause des souffrances qu'il avait reçues, il est décédé. On l'a enterré à Bari, mais on est venu chercher son corps pour l'enterrer à Myre. Et comme Saint-Nicolas, dans la plupart des pays européens, c'est le patron des enfants et c'est lui qui donne les cadeaux. Alors, voilà la fête, la cathédrale pleine d'enfants par ce bon Saint-Nicolas. Aujourd'hui, la Saint-Nicolas est fêtée dans un grand nombre de pays en Europe. La légende dit que dans la nuit du 5 au 6 décembre, le saint passe dans les maisons pour apporter aux enfants sages des friandises. Fruits secs, pommes, gâteaux, bonbons, chocolat ou encore de grands pains d'épices. À l'issue de la cérémonie, les enfants ont été accueillis à la mairie de Monaco où des chocolats représentant le Saint-Nicolas leur ont été offerts. Et avant de se voir offrir des chocolats pour la Saint-Nicolas, certains petits élèves de primaire de la Principauté ont également pu participer à une dégustation de soupe. Alors, cela s'est passé jeudi au lycée technique et hôtelier. Cette opération s'inscrivait dans le cadre de la Semaine du goût. Après un petit déjeuner de roi à l'hôtel Hermitage, après une visite du marché en compagnie de grands chefs, c'est au lycée technique et hôtelier que les petits élèves de Monaco ont poursuivi leur parcours découverte du goût. Des enfants de primaire se sont succédés au restaurant d'application du Cordon d'Or pour venir découvrir de nouvelles saveurs. Au cœur de la dégustation, des soupes sous toutes leurs formes. Chaque saveur est consacrée à travers un petit légume. On a une soupe de poisson, à base de poisson bien sûr, une soupe acide à base de citron de menton. On a une soupe amère avec des endives pour un peu mieux faire passer le légume qui n'est pas toujours apprécié. On a fait du sucré à travers une soupe de fraises et en sucré salé, un petit gazpacho andalou. À travers des ateliers ludiques, les enfants ont été soumis à un questionnaire du goût pour faire travailler leurs papilles. C'est quoi ça? On va aller goûter. Super, c'est une bonne idée. Ah ouais, c'est mixte champignons. On met ça comment alors? Poisson, tomate. Il y a des oignons et de la crème. Ah si, ça sent très bon. Ça sent... On dirait qu'il y a de l'ail. Ouais. Oui, c'est bon. On a goûté de la soupe à la fraise. Après, on est allé goûter de la soupe sucrée salée. Et là, on vient de goûter de la soupe amère. Je trouve qu'elle avait un goût bizarre, mais sinon, elle était très bonne. Et en fait, ça sentait le champignon, mais en fait, il n'y avait pas de champignons dedans. Alors, c'était un peu bizarre. J'ai trouvé que c'était passionnant parce que c'était intéressant et que je m'étais trompée à la soupe à l'endive parce que ça avait l'odeur des champignons et que j'ai bien aimé et que c'était bon et que j'imaginais pas comme ça. Pour encadrer les enfants, des jeunes un tout petit peu plus âgés qu'eux avaient été mobilisés, tous élèves du lycée technique et hôtelier. On les a préparés par le biais d'un cours sur les 4 saveurs du jour, c'est-à-dire la mer, l'acide, le sucré et le salé. Et ils nous ont fait une petite préparation à la maison, chacun individuel, que je vais regarder, noter. Et suite à ça, ils essaient d'animer les stands dans leur spécialité, on va dire. Les élèves, ils aiment bien ça, ça leur plaît, ça change. Ça leur sort, ça sort du quotidien, on va dire. C'est un autre contact et j'ai eu de très bons retours de la part des étudiants en me disant que c'était une très belle expérience. On s'est plus mis dans l'optique de faire découvrir des choses. Et vu que c'est franchement des plus petits, on essaie de leur expliquer un peu avec quels légumes on peut faire quelle soupe. Et voilà quoi. Ça nous fait plaisir de faire ça avec les enfants, quoi. Ça s'est bien passé, je leur ai expliqué avec quoi était fait la soupe d'endive. Ils ont plus pensé quand ils sentent aux champignons, mais en fait c'est de l'endive. Et non, ça se passe bien, ils aiment bien la plupart du temps.
c'est spécial, mais ça va, il goûte. Il y a moins de pression peut-être qu'avec des adultes? C'est pas la même chose. Bon, après, nous, on est en cuisine, ça n'a rien à voir. Là, c'est un peu la première fois que je viens en salle pour faire goûter et c'est sympa. Ouais. Et après la dégustation ou la découverte des produits du marché, place maintenant à l'écrit. Les classes ayant participé vont écrire des rédactions dont certaines seront compilées par Monaco Goût et Saveurs dans un recueil illustré. Un concours sera aussi organisé pour élire la plus belle recette monégasque revisitée. Un peu de musique à présent avec le concert donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dimanche dernier. Le programme était très varié avec quelques raretés. José Sacré y assistait. C'est un programme très original que l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a présenté ce dimanche 30 novembre à l'Auditorium Régnier 3. Original dans le choix des œuvres présentées, à l'exception de Don Juan de Richard Strauss. En effet, certaines pièces n'avaient jamais été jouées, ou en tout cas peu souvent. C'est pourquoi, en prélude au concert, la conférence de présentation des œuvres par Andy Perraigne était pour les mélomanes non seulement utile, mais ici indispensable pour apprécier ce concert dirigé par John Neschling. Pour le concert d'aujourd'hui, il y a une œuvre d'Ottorino Respighi, qui est un compositeur fort connu dans ses pains de Rome, dans ses fontaines de Rome, mais qui était pratiquement méconnu dans ses impressions brésiliennes, qui sont présentées lors de ce concert et qui sont, comment dirais-je, une espèce de carnet de voyage mis en forme de partition. Villa-Lobos est allé au Brésil dans les années 1920, il a visité Sao Paulo, Rio de Janeiro, et ma foi, il a fait une esquisse symphonique en 3 mouvements que nous découvrons aujourd'hui. Je peux dire on le découvre parce qu'on ne l'entend jamais. Chez l'Homo de Bloch est une œuvre beaucoup plus connue, mais dont on ne sait pas encore forcément la symbolique qu'il y a derrière. En fait, il s'agit d'un hommage au roi Salomon, et schématiquement, le violoncelle est l'incarnation du roi et de la pensée du roi Salomon, et l'orchestre est au contraire, j'allais dire, une description de l'opulence du pays dans lequel il vivait. Or, vous savez que le roi Salomon professait la modestie. En tête de la partition, il y a vanité, tout n'est que vanité, et donc il prônait la modestie, et c'est au travers du violoncelle qu'il s'exprime. Soliste de la Rhapsodie hébraïque d'Ernest Bloch, Natalia Gutmann. Natalia Gutmann est considérée comme l'une des plus importantes personnalités artistiques de notre temps. Richter disait de cette grande dame du violoncelle, elle est l'incarnation de la sincérité dans la musique. Don Juan, évidemment, c'est une musique somptueuse, c'est une des plus belles orchestrations qui a été faites à la fin du 19e siècle. Richard Strauss est un compositeur prodigieux, il a une habileté pour associer les instruments de l'orchestre, pour créer un suspense dans ces crescendo au milieu de l'orchestre, que c'est vraiment un plaisir, on se laisse emporter comme par une vague par cette musique. Prochain concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ce dimanche 7 décembre à 18h à l'Auditorium Régnier 3 sous la direction du maestro Gelmetti. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo interprétera la 5e symphonie de Prokofiev et le célébrissime concerto pour piano numéro 1 de Tchaïkovski avec en soliste Andrei Korobeinikov. C'est un document exceptionnel que vous propose Monaco Info lundi 8 décembre à partir de 19h. Il est consacré à un artiste que vous avez peut-être aperçu pendant des années derrière son piano de l'hôtel Loves. Vladimir Ferrari dit Vlad est au cœur d'un documentaire de 52 minutes réalisé par Jérémy Laurent et dont voici les toutes premières images.
Sa vie est un véritable roman. Il a vécu et travaillé dans des pays aussi différents que lointains à une époque où il n'était pourtant pas si fréquent de voyager. Vladimir Ferrari a connu un parcours extraordinaire. Lui, l'artiste de piano-bar, devenu également comédien à Hollywood. Ayant grandi à Monaco, c'est en principauté qu'il a achevé sa carrière avant de prendre sa retraite. Le jeune réalisateur Jérémy Laurent, fasciné par cette vie hors norme, a voulu lui consacrer un documentaire de 52 minutes. Il a eu une vie assez incroyable, notamment avec toutes ses destinations, que ce soit en Asie ou en Amérique centrale ou en Amérique. Donc quand on lui a proposé de faire un portrait sur lui et qui nous évoque un peu plus ce qu'est le métier de piano-bar, il a dit oui tout de suite. Voilà, il a dit oui tout de suite. Et quand il a découvert le film, je crois qu'il était très ému. Pour construire un documentaire autour du récit de la vie de celui que l'on surnomme Vlad, Jérémy Laurent a fait appel à son frère, brillant pianiste, qui apparaît dans le film et invite Vlad à faire le récit de sa carrière épique, de Hanoï au Canada en passant par Cuba, l'Iran et Los Angeles. Mais il y a même une période où il fait l'aller-retour plusieurs fois dans l'année, Cuba, Chicoutimi, qui est quand même le Grand Nord canadien. Et ça, c'est assez incroyable parce que, et d'ailleurs, quand il nous raconte la première fois qu'il entend parler canadien avec l'accent canadien, parler français avec l'accent canadien, et il ne sait pas d'où ça vient. Et voilà, ça montre effectivement une époque où on n'entendait pas forcément facilement cet accent du Québec. Et voilà, c'est effectivement un film où on voyage, puisque avant cette épopée cubaine et canadienne, il connaît l'Indochine, avant Dien Bien Phu. Il connaît l'Iran, où il joue pour le Shah d'Iran. Voilà. Et à Cuba, il y est avant la révolution cubaine. Donc il a quand même effectivement un parcours assez incroyable. Suivant les destinations où il se trouve, voilà, il va y avoir soit une guerre, soit une révolution, pour finalement atterrir à Los Angeles, où il va faire une carrière pendant 10 ans, rencontrer le Rat Pack avec Frank Sinatra, entre autres, mais aussi des acteurs hollywoodiens, et puis revenir à Monaco, au début des années 70. À 89 ans, Vladimir Ferrari ne manque pas d'anecdotes à raconter. Rendez-vous lundi 8 décembre à 19 h sur Monaco Info pour découvrir le documentaire que lui a consacré Jérémy Laurent. Dans l'actualité en bref, cette exposition au Quai des Artistes. Mirabel, peintre et sculpteur, y présente de nombreuses œuvres jusqu'au 23 décembre. La 45e kermesse œcuménique a lieu ce week-end sous le chapiteau de Fontvieille. Plus de 20 stands vous attendent tout au long de la journée de samedi. La kermesse œcuménique permet de financer les bonnes œuvres de la St. Paul's Church ainsi que l'Église réformée de Monaco, la Société Saint-Vincent de Paul, l'Association britannique de Monaco, la communauté espagnole et enfin la paroisse grecque orthodoxe. Et puis, le grand jour approche. Il ne faudrait pas oublier d'envoyer vos lettres au Père Noël ou celles de vos enfants. Le secrétariat du Père Noël à la Poste de Monaco est ouvert jusqu'au 23 décembre et ce pour la 8e année. Alors, comment écrire au Père Noël? Eh bien, c'est très simple. Vous préparez une jolie lettre. Vous la postez ensuite dans la boîte aux lettres située au Métropole Shopping Center ou dans toutes les autres boîtes aux lettres de la Principauté. N'oubliez pas bien sûr d'y glisser votre adresse pour que le Père Noël puisse y répondre. Et à la différence du Père Noël, la météo ne nous gâte pas vraiment ces derniers temps. Nous allons voir si cela va continuer ou non. Ce sera le cas samedi avec un temps maussade en grande partie nuageux, risque d'un peu de pluie par moment, percée timide du soleil. Dimanche, l'amélioration tant attendue arrivera. Éloignement de la menace de pluie, nuages et belles apparitions du soleil, vent faible, température redevenant plus clémente. Lundi, beau temps le matin, ciel plus nuageux l'après-midi, menaçant en fin de journée. Les températures seront supérieures aux normales saisonnières comprises entre 12 et 16 degrés. Mardi, nuages, averses, surtout la nuit et le matin, peu de soleil au programme. Enfin, mercredi, un temps sec et assez ensoleillé, température correcte pour la saison.
Je vous souhaite un très beau week-end. N'oubliez pas de composer le 36 37 pour le Téléthon. À très bientôt sur Monaco Info.